tous, module 6 aujourd'hui. Bienvenue. On commence avec la simulation financière là, 2023, le même début qu'habituel. Encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment pas ma spécialité. On parle des titres à taux fixe. Donc, c'est vraiment spécialiste de quelqu'un en service financier. Je vais vous guider à travers les concepts que je comprends, que j'utilise dans mon travail, mais je ne suis pas là du tout pour vous conseiller. Je vais essayer de rester le plus simple possible, vous donner un petit peu d'exemples, comment on l'utilise nous autres en entreprise. Donc, ça va être un module que vous allez voir, je ne vous donnerai pas de détails. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, John il est disponible les mardis à 7h30 habituellement, heure de l'Est. Puis moi aussi, là, si vous avez des questions, ça me dérangera pas. Mais vu que je suis dans une position, comme j'ai mentionné au début de la simulation, je suis vraiment pas en position de donner des conseils puis vraiment me mouiller sur ces sujets-là parce que, en étant CPA, puis pas un professionnel de l'investissement, je peux pas donner des conseils spécifique parce que je pourrais me faire radier de mon ordre. Donc, c'est un peu pour ça que je vais rester super vague aujourd'hui. Puis, je suis vraiment pas un spécialiste. Vous allez voir, ça se peut quand même que je passe des concepts assez rapidement parce que j'ai jamais creusé dans ce détail-là là, à 100%. Donc, comme j'ai mentionné, module 6, il en reste plus beaucoup. Encore le même instructeur qui a construit le PowerPoint, qui est John. Fait que module 6, le merveilleux monde des titres à revenus fixes. Pour ceux qui se demandent là, en anglais, vous pouvez aller voir aussi la diapo. L'approche de John, je viens juste de l'écouter, fait que l'approche de John est un petit peu différente. Si vous voulez vraiment plus de détails puis vous comprenez l'anglais, là, je vous conseille de peut-être même écouter les deux. Ça va être intéressant de voir côté entreprise puis côté conseil financier. C'est ça, on va parler des titres à revenus fixes aujourd'hui. C'est principalement ça, principalement les obligations. Puis on va voir un peu l'impact que le marché a sur les obligations. Puis c'est quoi une obligation? Donc ça reste assez simple. Fait qu'il y a plusieurs types de revenus à taux fixe. Désolé, il y a des petits coquilles aussi dans la présentation que je vais essayer de vous corriger des fois quand on revient et on se demande qu'est-ce que c'est. Puis si j'ai dit les bons termes, mais c'est vraiment un revenu à taux fixe. Fait qu'on a les obligations d'État que tu peux avoir d'autres pays, municipales, provinciales, fédérales. Yield Bonds, c'est rendement à taux élevé. Après ça, tu as des hypothèques. Là, les hypothèques, c'est vraiment un terme particulier. Je ne me rappelle plus de mémoire, mais c'est un titre adossé à une hypothèque. Fait que c'est comme si vous prêtez votre argent à quelqu'un qui prend un prêt hypothécaire, puis vous remet sur des intérêts là-dessus. Donc, c'est une autre façon. Il y a les actions privilégiées qu'on a vues, je crois, au module 2, si je me rappelle bien. Puis c'est ça, ça fait un peu le tour là, des types de revenus fixes. Pourquoi on utilise des revenus fixes? La plupart du temps, c'est vraiment pour diversifier son portfolio. Dans le passé, ces revenus-là ne nous donnent pas le même rendement que, par exemple, des actions, sauf que c'est bon d'avoir un équilibre. Comme par exemple, dans un portefeuille habituellement, comme le mien, par exemple, sur des placements que j'ai faits, il y a toujours un 10 à 15% de taux à revenu fixe qui vient équilibrer ton portefeuille si jamais il y a des hausses. Puis, mais là, comme j'ai déjà mentionné dans les autres modules, avec le marché présentement qui est un petit peu à l'envers, les obligations n'ont pas été très bonnes la dernière année. Donc, ça n'a pas aidé. Ceux qui ont vraiment tout mis leur argent dans les obligations, souvent, n'ont pas fait des très bons rendements. Donc, c'est pour ça, comme on a parlé aussi dans les modules précédents, d'avoir un portfolio diversifié. Puis, on le fait même, nous autres en industrie, présentement, là, on a des liquidités parce qu'on a reçu un financement. Donc, on a des liquidités, puis on l'utilise pour un GIC. GIC, je me l'ai noté, c'est le certificat de placement CPG. Le terme, c'est CPG. Fait que c'est vraiment, ça vient garantir, mais nous autres non plus, là, on n'a pas fait de rendement énorme. Mais c'est un petit peu mieux que de le laisser dans son saving account ou dans un compte courant là, à la banque. Fait que c'est pour ça qu'on le place. Sauf que souvent, qu'est-ce qui est difficile, c'est il y a plusieurs types, là, je vais vous le dire tantôt, là, mais qu'est-ce qui est difficile, c'est que souvent, quand on place cet argent-là, il faut que ça soit sur un des concepts, c'est sur une durée de temps. Fait que si on a besoin des liquidités
en dedans, par exemple, d'un an ou deux, ben, si on a signé un contrat qu'on prête notre argent pour un an ou deux, même trois, ben, tu ne peux pas le ressortir avant. Souvent, tu peux, mais il y a des pénalités. Ou sinon, si vraiment ton capital il est gelé, fait que c'est pas possible de le ressortir. Comme nous, c'est ça le cas présentement. On a mis un certain montant qu'on aurait peut-être eu besoin, mais là, il est gelé. Fait qu'on va attendre qu'il dégèle. C'est pour ça qu'on l'a mis en plusieurs. Nous autres, par exemple, on l'a mis en plusieurs compartiments. Mettons qu'on avait 200 000. On a mis 100 000 sur un terme plus long, qui est à peu près 2 ans. On a mis un 50 puis un 50 pour total de 200 à des taux d'un an, mais à des dates qui commencent séparées. Fait qu'on n'a pas tout mis notre 200 en 2 ans parce qu'on savait qu'on allait peut-être avoir besoin de liquidité. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a des stratégies pour contourner là, un petit peu, mais c'est vraiment pas là-dessus qu'on compte pour faire de l'argent, mais on veut pas en perdre souvent parce que ces liquidités-là sont prévues pour le futur. Donc, c'est un peu comme ça. C'est la même chose pour vous. Là, si vous l'utilisez pour le sport ou pour le camp d'entraînement, ben, c'est difficile de dire bon, ben, je prends des obligations sur 10 ans. Et, notre carrière est sur 10 ans probablement, les athlètes qui durent le plus longtemps. Donc, si vous avez besoin de l'argent à l'année d'après ou dans 2 ans pour faire un camp ou une compétition, ben, c'est vraiment pas avantageux. C'est ça qui fait le tour. Puis vous l'avez déjà vu, cette diapo-là, là. C'est comment ça fonctionne dans le fond des obligations. C'est que vous prêtez de l'argent, autant à des corporations ou un gouvernement. Vous prêtez de l'argent, qui s'appelle le principal, puis eux, ils vous remettent le principal, qui est souvent garanti, avec un taux, avec un pourcentage, un intérêt qui vous est remboursé là, en partie. Mais comme je vous ai dit, dépendamment du contrat puis du terme, ça peut. Les taux varient, c'est souvent pas des gros montants. Là, on l'avait vu dans une diapo, là, on reste quand même dans des taux assez minimales. Là. On ne vient pas riche nécessairement avec ça. C'est un peu, mais c'est bon de le diversifier avec d'autres éléments de la finance. Pourquoi on achète des obligations? Ben, comme j'ai mentionné, c'est que souvent c'est garanti. Les taux peuvent être fixes ou variables, comme un prêt hypothécaire, dans le fond. Fait qu'il y a un petit risque à savoir ça monte, ça descend. Souvent, c'est pour ça qu'on fait ça. La diversification du portefeuille, comme j'ai mentionné, souvent, c'est l'important, c'est d'aller chercher des revenus à titre garanti pour venir compenser pour des actions un peu plus volatiles. Après ça, c'est par choix, puis pour assurance. Souvent, il y en a qui se sentent plus confortables à avoir leur capital garanti, puis juste faire un petit peu d'argent. Donc, c'est des raisons pourquoi souvent les gens prennent des obligations. Il y a toujours une relation entre des obligations et le taux d'intérêt. Vous allez voir là, pas mal la plupart du temps, même présentement, c'est le cas. Le prix des obligations augmente quand les taux d'intérêt diminuent. Puis quand les taux d'intérêt augmentent, bien, les prix des obligations diminuent. Donc, c'est vraiment en corrélation. Donc, c'est pour ça que présentement, c'est pas le meilleur rendement parce qu'on augmente les taux pour, vous allez voir, diminuer l'inflation. Parce qu'on est dans une situation où il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis, par exemple, par le gouvernement pour s'assurer qu'on sorte de la pandémie. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché. Le monde a moins dépensé dans les dernières années parce que, pour des raisons d'accessibilité, puis de coûts élevés, il y en a qui sont juste patients et se disent bon, ben, je ne vais pas acheter une maison, je ne vais pas voyager, je vais attendre que les prix diminuent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre dans le marché présentement qui peut s'ajuster en augmentant les taux d'intérêt. C'est pour ça que la Banque du Canada, particulièrement, ou la Banque américaine, augmente les taux pour venir diminuer l'inflation. Vous allez voir dans l'autre diapo, là, ça est aussi en corrélation. Là, quand l'inflation augmente, les taux d'intérêt diminuent. Puis quand les taux d'intérêt augmentent, ben, l'inflation, c'est vraiment à l'opposé. Donc, c'est vraiment à garder en tête. Souvent, dans un monde normal, ou par le passé, la Banque du Canada essaye de garder là, le taux d'inflation autour de 2 %. C'est pour ça aussi que les employeurs souvent donnent une augmentation aux alentours de 2 % pour suivre l'inflation. Je parle sur les salaires. C'est pour suivre l'inflation, pour s'assurer que tout le monde, leur niveau de vie reste où ce qui devrait être. Présentement, on a eu des taux d'inflation de 8-9 %. Quand que le taux d'intérêt était aux alentours de
2%, surtout sur un prêt hypothécaire. Donc là, avec l'augmentation des taux des taux d'intérêt, et même des taux hypothécaires, vous allez voir maintenant du 5,6% dans le résidentiel. Commercial est un peu plus élevé. Donc c'est ça. C'est discorde, c'est vraiment changeant, c'est vraiment pas normal, mais c'est vraiment pas dans la constance habituelle du 2%, où ce que la Banque du Canada essaie de le garder, comme j'ai mentionné, constant. Dans la prochaine année peut être peut-être difficile. Est-ce qu'ils vont encore augmenter les taux? Ben, c'est toute la question que tout le monde se pose. Selon de qu'est-ce qu'on lit, on pense pas. Aux États-Unis, peut-être encore une petite hausse. Si ça ralentit pas plus que ça, d'après moi, il va augmenter encore un petit peu, mais encore là, je peux pas me prononcer, puis je le sais pas du tout. C'est vraiment juste parce que ce qu'on lit, puis qu'est-ce qu'on voit dans l'industrie. Donc, c'est vraiment garder à l'affût de ça, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va s'en venir en récession, comme on a vu avec la curve quand on revient en récession, ça descend encore un petit peu, puis après ça, ça va remonter. Donc, peut-être qu'il va y avoir un ajustement de taux d'intérêt. Mais historiquement, un taux hypothécaire aux alentours de 4, 5, 6, c'est quand même bon. C'était vraiment anormal dans les 2% comme il était dans les dernières années, même du 1,6 que j'ai vu, 1,7. Donc, c'était vraiment anormal. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le monde a acheté des maisons qui valaient plus cher parce qu'ils étaient capables de se le payer à cause des taux. Ils ont pris un taux hypothécaire souvent qui est fixe, fait qu'ils sont garantis sur habituellement 5 ans. Puis ceux qui sont variables, ben là, des fois, ils veulent l'augmentation de coûts mensuels de leur maison de peut-être monter de plusieurs pourcentages ou même plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est là l'équilibre à savoir, OK, comment on joue avec ça, puis comment on s'ajuste. Donc, c'est vraiment rester comme toujours, comme même dans le sport, toujours rester à un bon équilibre, se garder un plan B, puis pas tout flamber ou comme quand on s'entraîne pour un objectif, on s'entraîne pas comme des fous pendant 2 mois, puis on arrête, puis on pense plus. C'est vraiment qu'on planifie à long terme qu'est-ce qui fait du sens. C'est la même chose en économie. Il y a plusieurs types d'obligations. Il y a les obligations à taux fixe, les obligations à taux variable, puis les obligations à coupon zéro. Celle-là, j'en parlerai pas beaucoup. Je suis vraiment pas connaissant de c'est quand même rare. C'est vraiment un spécialiste de la finance qui propose ça souvent. Je le comprends, mais plus de difficulté à l'expliquer. Donc, je vais rester vraiment dans les deux plus communs, qui est obligation à taux fixe puis obligation à taux variable. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment comme les prêts hypothécaires, sauf que c'est une obligation. Un taux fixe, c'est que tu prends sur un taux fixe, tu t'assures d'un revenu d'intérêt constant. Tu t'engages souvent un petit peu moins haut. Ou tu prends le taux variable qui peut fluctuer avec le marché. Donc, c'est les deux possibles. C'est exactement comme j'ai mentionné, comme un taux hypothécaire. Là. Il y a 2 choix, variable ou taux fixe. Ceux qui sont plus la version au risque un peu plus limitée vont aller avec un taux fixe, puis taux variable. Mais comme j'ai dit, c'est pas des... Ce côté obligation, c'est pas là qu'on fait des profits records ou des pourcentages élevés. Donc, c'est 2 éléments à tenir en compte. Peut-être encore, comme j'ai mentionné, une diversification dans le portefeuille des 2 obligations. Il y a des groupes, ils appellent ça des ETF ou des fonds mutuels qui combinent plusieurs outils de la finance ou plusieurs obligations. Donc, c'est à vous de regarder qu'est-ce qui fait le plus de sens côté obligations si vous voulez un portefeuille un peu plus diversifié. Puis, comme j'ai mentionné, c'est bon de diversifier, surtout pour vous personnellement, mais pour la stimulation comptable, je pense que personne va dans les obligations de ce que j'ai vu, donc ça fait bien du sens là. Côté des primes et escomptes, je ne sais pas si c'était diapo là, il me semble pas. Donc, oui, je vais la continuer. Parce que j'ai de la misère à revenir. OK. Bon, il y a 2 types de fixation de prix pour une obligation. C'est qu'il y en a qui sont plus en demande ou mieux cotés que d'autres. Donc, on peut avoir une obligation que le prix nominal, c'est 1000 $ par exemple, mais on peut le payer à se négocier par exemple avec une prime.
comme par exemple dans ce cas-là, c'est une prime de 2%, donc on est évalué à 1020 au lieu de 1000 $ pour l'obligation, ou avec un discount, qui est un escompte dans le fond, pas un décompte, je sais pas ce que ça veut dire ça, c'est mal traduit. Fait que 1000 $ qui est évalué à 980. Donc, ça veut dire qu'on paye un premium pour avoir cette obligation-là qui est de 2%, puis on va faire des rendements sur les intérêts. Ça veut dire que tu payes un petit peu plus cher ton obligation, donc probablement que ton intérêt va être moins à quand que tu la jettes à escompte, qui est à, comme par exemple dans ce cas-là, un rabais de 20 $. Donc, vous allez voir dans la prochaine diapo, je ne sais pas si c'est la prochaine diapo, mais il y a un autre diapo qui vous montre vraiment le calcul. Je pense que c'est pas la prochaine, l'autre d'après, qui vous montre vraiment qu'est-ce que ça fait l'impact du taux d'intérêt avec un escompte. C'est sûr qu'on recherche à avoir une obligation souvent à escompte, sauf que c'est tout le temps, c'est pas souvent possible. Puis il y a des raisons pourquoi ils sont en prime ou en escompte, dépendamment de la demande aussi. Donc, comme j'ai mentionné là, ici, là, il y a des rendements. Il y a trois mesures d'obligation populaires, de rendement des obligations, comme j'ai mentionné. Nous, dans la compagnie où je travaille, c'est beaucoup avec durée, puis rendement à échéance. C'est qu'on s'est garanti, par exemple, un CPG à une durée de temps ou avec une échéance. Rendement actuel, on le fait aussi sur un cas là, que les capitaux sont disponibles aussitôt qu'on le veut. C'est juste que l'intérêt arrête aussitôt que tu le sors. Donc, il y a plusieurs possibilités comme ça. Là. Donc, c'est ça que je parlais, la diapo qui montre vraiment l'exemple de quand on achète à escompte, quand on achète à prime, ou qu'on peut acheter à l'obligation de la valeur qu'elle vaut réellement au pair. Fait que pour un 30 $ de paiement des intérêts, quand tu achètes une obligation à 1000 $, ben, le taux que tu vas faire, c'est 3%. C'est un petit calcul mathématique facile. Puis quand on a la possibilité d'acheter les obligations à escompte, vous allez voir, là, dans ce cas-là, c'est, mettons, par exemple, à 950. On fait le même taux d'intérêt ou le même montant d'intérêt payé. Fait que ça fait qu'on a un retour sur notre investissement. Notre rendement, dans le fond, est de 3,16%. Donc, le plus élevé des trois. Puis quand on la jette un petit peu plus surévaluée avec une prime, ben, vous allez voir 2,63%. Donc, c'est encore des bons taux qui peuvent venir balancer notre portefeuille. Rendement à échéance. Je vais vous épargner cette diapo-là, là, un calcul un petit peu plus complexe. Je ne sais pas pourquoi John il l'a mis là. Personnellement, je ne pense pas que c'est pertinent. Ça vous donne un peu qu'est-ce que le coupon d'intérêt vous donne versus la valeur puis le prix. Je pense pas qu'on va se mettre à calculer ça, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Je vais passer par-dessus. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Le mardi à 7h30, là, ça va faire plaisir à John où je peux y passer le message pour qu'il vous explique plus en détail. Moi, j'ai aucunement à faire avec cette formule-là ou ce calcul-là sur une base quotidienne, même pour mes finances personnelles. Donc, je suis pas j'ai pas l'expérience requise pour expliquer, et je suis pas un enseignant non plus, donc c'est difficile pour moi de vous donner le détail au complet sur ça. Comme vous allez voir, il y a deux types d'obligations possibles. On peut acheter ceux du gouvernement, qui ont une cote de crédit qu'on va voir tantôt, ou d'entreprise. Généralement, le gouvernement est un petit peu plus stable là, parce que c'est une instance qui garantit un petit peu plus des normes strictes. Probabilité de défaillance, c'est que les chances qu'ils vous payent sont très, très élevées, dépendamment de la cote. Il y a certains pays que je ne prendrais pas d'obligation d'eux. Sauf comme par exemple pour le Canada et les États-Unis, leur cote est quand même assez élevée, on va le voir tantôt. Sauf que le retour sur l'investissement ou le taux d'intérêt est généralement un petit peu plus bas qu'en entreprise. Entreprise, souvent, c'est plus risqué. Fait que c'est un peu la différence entre les deux là, au niveau des obligations. C'est
c'est plus rare qu'on prend des obligations d'entreprise. Pas plus rare, mais c'est moins commun. On va peut-être plus en action, puis on va du côté gouvernemental pour s'assurer de, comme je vous ai dit, dans un portefeuille diversifié, qu'on va aller s'assurer une garantie avec un gouvernement. Fait qu'on va prendre un petit peu moins de risques parce qu'on a pris des risques dans le côté action d'entreprise. Donc, c'est vraiment une stratégie là, libre à vous de choisir qu'est-ce qui fait le plus de sens. Donc, encore là, c'est vraiment vous montrer la cote de crédit. Quand on a une cote de crédit de 360, c'est vraiment pourri, donc le risque est plus élevé. Puis, probabilité de remboursement est pas mal plus limitée que si quelqu'un a un bon crédit ou une compagnie a un bon crédit. Pas quelqu'un, mais une compagnie ou un gouvernement. La même chose ici, vous avez probablement entendu parler souvent des pays classés 3A, 2A, 2A+, 2A-. Je sais que le Canada, je pense que c'est l'année dernière, avait baissé de cote un petit peu. Mais ça reste que tout en haut, qu'est-ce qui est en haut de la ligne jaune, le BB, B+, ou moins, c'est que tes possibilités de te faire rembourser sont quand même assez élevées. Donc, vraiment s'assurer de regarder la cote de rendement ou la cote de crédit des pays. Si vous prenez des obligations de pays ou d'entreprise, l'entreprise peut descendre plus, c'est plus risqué. Je ne sais pas les pays, j'ai pas de pays en tête qui sont classés D, C, C. Donc vraiment, s'assurer, là, vous allez voir la description de tout. Là. Quand c'est 3A, c'est sûr probablement, c'est sûr qu'ils vont vous rembourser. C'est juste à partir de B là, ils vont, pour l'heure actuelle, ils sont capables de vous rembourser l'intérêt, mais on ne sait pas dans le futur, on ne sait pas leur situation pour payer plus tard. Donc, moi, je resterai toujours en haut, même en haut de A, là, pour s'assurer de ne pas prêter votre argent puis pas avoir de retour. Là. Les actions privilégiées, on en a parlé aussi, là, je crois que c'est au module 2 ou 3. C'est vraiment considéré comme un titre hybride. Partage certaines caractéristiques. C'est un mix entre les actions et les obligations. On peut recevoir, comme on a parlé, un petit peu de... Ils disent répartition régulière. C'est un retour sur l'investissement. Sensibilité au taux d'intérêt. C'est qu'il va y avoir une fluctuation en fonction du taux d'intérêt. Donc, c'est vraiment ça. On en a parlé. Je vais passer ça vite. Là. On en a parlé déjà des actions privilégiées. Les choix d'investissement sur le marché, encore une fois, faites affaire avec un conseiller si vous voulez. Mais les produits disponibles, c'est comme j'ai dit, les CPG, les obligations. Les FNB, si vous voulez en anglais, c'est ETF. C'est comme un regroupement dans le fond. Il y a des frais de gestion annuels pour les fonds mutuels puis des FNB. C'est un fonds qui a été construit par souvent des conseillers financiers. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire je peux pas dire de plus. Encore une fois, personnellement, dans mon portefeuille, j'ai les 3 qui constituent un plus petit pourcentage, mais j'ai les 3. Fait que, encore une fois, le plus diversifié vous êtes, le mieux que c'est. Les rendements sont différents. ETF, fonds mutuels, c'est souvent un petit peu plus un meilleur taux de rendement qu'un CPG ou une obligation. Mais ça reste que c'est à vous de déterminer là, qu'est-ce qui fait le plus de sens. Là. Fait que juste pour récapituler, là, les obligations offrent des avantages en termes de diversification, peuvent protéger le capital et constituent une bonne source de rendement stable. Donc, c'est ça que j'ai mentionné. C'est vraiment, on l'utilise autant en entreprise que pour personnel, pour vraiment venir compenser pour le risque les actions un peu plus volatiles, autant à faible capitalisation qu'à haute capitalisation, pour venir comme un peu limiter le risque. Ça fait vraiment le tour. Là. C'est le mieux que je peux vous guider sur le côté des obligations. Puis une petite note ici de Shannon, n'oubliez pas, les enregistrements sont disponibles. Faites votre test. Continuez si vous n'avez pas commencé. Là, vous êtes un petit peu en retard, mais sur le jeu, la simulation, je sais que les classements changent de semaine en semaine. Donc, essayez de vous défoncer pour aller chercher le plus d'argent possible dans le top 3. Puis, si vous avez des questions, là, info@mygameplan.ca pour Shannon. Elle va répondre super rapidement.
Donc, ça fait le tour pour moi. On se revoit là, au module 7. Merci, bye bye!